Et bonjour à toutes et à tous, c'est Alex de Bullseye et la saison 1 de Bullseye justement, c'est déjà fini. Mais ouais, le temps file et on n'a clairement pas vu passer ces 7 premiers épisodes de la saison. Alors au travers de ces épisodes, on a pu aborder la manière dont la communication est utilisée dans différents secteurs d'activité comme la politique, le monde culturel ou encore celui de la Formule 1. Et ça a été vraiment l'occasion d'aborder des sujets vraiment passionnants avec des invités au background aussi diversifié qu'inspirant. Et donc on était un peu obligé de vous en faire encore un peu profiter avant la fin de cette saison avec un condensé des meilleurs moments de ces différentes rencontres, à commencer par Michel Lecomte et la façon dont la com dans le sport a évolué au cours des dernières décennies. C'est parti. Aujourd'hui, après un match de foot, l'acteur est désigné par le service com qui va venir à votre micro. Ce ne sera pas celui que vous avez nécessairement envie d'entendre parce qu'il a fait un match, ou parce que la compétition s'y est imposée qu'on ne l'attendait pas. Non, il y a toutes ces barrières et ces boucliers ne permettent pas de donner aux gens la même épaisseur de contenu. Je pense que les services de communication doivent comprendre que l'accessibilité, et alors oui, on choisit, on fait de la com perso. Au bout du compte, je pense que les gens évoluent là-dedans, que les sportifs évoluent aussi. Il y a une crainte des médias. ChatGPT, c'est probablement le nom que vous avez le plus entendu ou vu depuis le début de cette année 2023, et pour cause, c'est vrai que tout le monde parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un petit peu la révolution de notre époque, et c'est vrai que dans le milieu de la com, ça pose pas mal de questions. Alors par exemple, est-ce que l'IA va remplacer les métiers créatifs ? On en parlait justement avec Gilles Basler, cofondateur du Kik Festival et de Doc Studio. C'est hallucinant. D'abord, c'est le premier truc, je pense, le mot qui me vient à l'esprit. Et même chose dans le domaine de la création. Si tu vois, maintenant, on arrive même en quelques mois à des IA qui génèrent des interfaces. On ne parle même plus de générer des dessins, des peintures ou des photos. On parle de générer des interfaces. Et donc, à qui tu poses des problématiques et cette IA génère des interfaces. Donc, c'est pour nos métiers, c'est fou, c'est hyper questionnant. Maintenant, je pense qu'on ne va jamais, si tu veux, balayer de nouveau nos siècles de culture et d'apprentissage, que ce soit aussi bien dans le thème de la narration, dans le thème du montage, dans le thème de l'interface utilisateur et dans le thème bêtement du marketing par de l'intelligence artificielle. Par contre, le designer, le créateur, etc., qui demain n'utilise pas ces outils, ça, à mon avis, ce sera une vraie question. L'intelligence, c'est pas artificiel cette fois, c'est peut-être ce qui fait défaut au débat politique sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient très très compliqué, voire quasi impossible de dialoguer par commentaires interposés, tant les avis de chacun et chacune sont tranchés, et il faut l'admettre, fédérer autour d'une idée politique, aujourd'hui ça relève un peu d'un défi qui est plus complexe que jamais. Comme nous l'expliquait d'ailleurs Alain Gerlache, il était de passage chez nous, c'est l'ancien porte-parole de Guy Verhofstadt du temps où ce dernier était Premier ministre belge. Zelensky a complètement intégré à la fois le quotidien, parce qu'il en parle, il réagit en permanence quand il y a quelque chose qui se passe, et c'est très fréquent, mais toujours avec la perspective, la victoire, nous y arriverons, etc. Même ça ne se joue pas uniquement, l'issue de la guerre ne se joue pas uniquement avec ça. Mais pour moi, Zelensky est le prototype actuellement du meilleur communicateur du monde. C'est vrai aussi servi entre gros guillemets par ce qui se passe dans son pays et par les événements dramatiques qui s'y déroulent, mais c'est celui qui a le mieux intégré les choses. Pour moi, c'est en effet quelqu'un qui, évidemment, vient du monde des médias et de l'entertainment. Mais enfin, une guerre, c'est pas la même chose. Et qui est, à mon avis, de loin, celui qui a la communication la plus adéquate par rapport à la situation dans laquelle il est.
Alors créer un festival de musique, c'est pas rien et c'est avant tout un acte entrepreneurial. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi une question de passion autour de laquelle il faut pouvoir communiquer efficacement pour la transformer en success story. Un peu comme les Ardentes par exemple. Alors même s'il n'y a pas de recette magique pour mener son projet vers les sommets, Gaëtan Servet, l'un des fondateurs du festival, avait quand même quelques conseils à donner aux entrepreneurs en herbe et il était à notre micro. Aujourd'hui, plus qu'hier, les entreprises ont besoin de se faire aider par des boîtes de com et des trucs. Ouais. Et c'est pas du bullshit. C'est pas pour changer de nom, juste pour avoir une sorte de, pour faire un site internet. Non, c'est vraiment une stratégie de design thinking et les entreprises industrielles de quelque secteur que ce soit doivent se nourrir des industries culturelles et créatives. D'abord pour l'hybridation et la créativité, mais aussi par rapport à l'identification, au marquage et au branding qu'elles font elles-mêmes. Ouais. Et que on parle souvent de ça, de boîtes de fintech qui performent. Et peut-être que si elles sont à 95%, parce qu'elles performent, c'est des success stories, mais que si elles faisaient un peu aussi de design thinking ou de branding ou de marketing un peu plus, ils seraient à 100%. Et dans de types de boîtes comme ça, la différence entre 95 et 100, c'est énorme. Ça fait d'une entreprise qui est leader sur son marché en Europe, une entreprise qui devient leader sur son marché dans le monde. Alors on va maintenant quitter la plaine des Ardentes pour se rendre dans une galerie d'art avec Sarina Nissen. Elle est directrice de la galerie bruxello-luxembourgeoise Nussbaum Reading et nous a rendu visite en studio pour parler de la façon dont on communique autour d'une œuvre et la façon dont les artistes finalement véhiculent eux-mêmes un message par le simple fait de créer. Une pièce d'art avant tout c'est un élément de communication propre sans mots en fait pratiquement. Parce que chaque artiste en fait qui produit une pièce, c'est une manière de se mettre en relation avec le monde, donc c'est une manière de communiquer. Et dans le street art, c'est d'autant plus parlant qu'il y a des sujets politiques, de l'hyperconsommation aussi, qui sont mis en avant. Et c'est une première porte ouverte. Banksy, ce qui est super intéressant avec lui aussi, c'est qu'il se joue aussi un peu de tout, parce que il y a des pièces qui sont vendues aussi dans des galeries, qui sont vendues aux ventes aux enchères. Donc, on se souvient de l'épisode, je pense, avec cette œuvre en fait, qui s'autodétruit quand le marteau tombe sur le prix final. Après, coup de pub ou pas coup de pub, pour en revenir à un élément de communication, c'est... il se met complètement en avant. Je pense que tout le monde a entendu parler sans être sur des revues en fait, d'art. Et c'est une pièce qui est vendue dans un certain état, qui est celui qui est évalué au moment de l'expertise avant la vente, celui qui est présenté, et au moment où le marteau en fait tombe, cette pièce est détruite. Mais pourtant, c'est presque à ce moment-là qu'elle prend encore plus de valeur en fait. Donc c'est une manière de se jouer en fait de la consommation presque excessive qui existe parfois dans l'art contemporain. Bon, qui dit message dit sens en général, et la quête de sens passe aussi par un message qui se veut le plus authentique possible. Et l'authenticité, on en parlait avec Kathleen Nuillard, elle est journaliste et fondatrice de Boulette Magazine. C'est marrant parce que parfois on va tester une adresse et la luminosité va être mauvaise, et donc nos photos faites au smartphone vont aussi être de mauvaise qualité, mais on sait que même si visuellement ça nous écorche un peu les yeux et que ce serait beaucoup plus beau de mettre une photo prétexte, si on met en couverture une photo prétexte qui est hyper léchée et qui est très clairement une photo hyper magazine, banque d'images, etc., l'article va moins bien fonctionner maintenant sur Facebook que si on met la photo toute pourrie avec la lumière un peu jaune, parce que les gens sont vraiment dans une quête d'authenticité, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous rassemble tous, c'est une volonté de faire du journalisme littéraire. Attention, le journalisme littéraire, ça ne veut pas dire des histoires qui se font passer pour des articles, mais ça veut dire des articles qui sont écrits comme pourrait l'être un roman, par exemple, avec un rythme, avec une attention vraiment très importante à l'écriture. Et oui, on y revient à ce type de format plus que jamais important maintenant, parce que, encore une fois, si c'est pour avoir quelque chose de très factuel, pas super bien écrit, limite, il est même possible aujourd'hui de demander à ChatGPT une question, de lui poser une question sur un sujet d'actu, et il va répondre, un petit paragraphe, et donc il faut retourner vers quelque chose de plus qualitatif et de plus recherché. Last but not least, vous voyez qu'il y a même de l'anglais dans ce podcast, on a accueilli le plus beau circuit du monde dans notre studio, ou plutôt son président, puisque Melchior Watley est venu nous expliquer comment on fait pour négocier la tenue d'un Grand Prix dans notre plat pays. Et vous allez l'entendre, c'est pas simple. Tout se négocie. Non, tout se négocie. Et on négocie avec un partenaire qui
Donc à la mode américaine, déjà, qui ne sont pas tout à fait nos standards. Ça veut dire que c'est des contrats qui prennent des milliers et des milliers de pages. Voilà, ça c'est le mode américain. Voilà, oui, c'est vrai que tout se négocie avec des clauses de confidentialité partout, avec des interdictions de se parler avec les autres promoteurs. Enfin, voilà, c'est pas évident. Et avec un interlocuteur qui est fort. Voilà, aujourd'hui, le nombre de circuits qui veulent la Formule 1, c'est tous. C'est ça. Chaque pays veut son... Tous les pays le veulent, tous les pays sont prêts à payer, il n'y a plus de limite. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on négocie. Donc on a quelqu'un qui est outillé, fort en face, et qui a un produit qui est hyper demandé. C'est ça. Il y a pire comme position de négociation. Oui. Donc voilà. Mais évidemment, je préférais qu'on paye moins cher. Évidemment, je voudrais avoir plus de facilité de négociation avec eux, mais je dois dire que j'ai toujours eu en face de moi un partenaire correct, dur, exigeant, fort, mais correct. Voilà un petit récap de la saison 1 de notre podcast Bullseye. J'espère que celui-ci vous a plu. On se donne déjà rendez-vous pour la prochaine saison. Et d'ici là, la communication, elle continue sur cible. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Et d'ici au prochain Bullseye, je vous dis salut.